Salut les potos. Salut les potos. Alors aujourd'hui, tu présentes JB. On va présenter les Soul Snatcher Cults. Ah, mais qui sont ces sympathiques personnages? Eh bien, ce sont des individus rattachés aux Alien Hives, donc aux ruches extraterrestres, qui vont s'installer sur des planètes. Ils vont essayer de trouver des gens plutôt influents et fortunés. Ils vont leur proposer une petite aide à coup de biotechnologie et grâce à leurs dons psychiques. Et à mesure en fait qu'ils vont dispenser généreusement leur faveur, ils vont renforcer leur influence psychique sur l'individu ciblé, qui va devenir à mesure complètement dévoué et fanatique, jusqu'à créer enfin un culte. Donc on est assez éloigné de ce qui se fait. On est dans l'esprit un peu de ce qui se fait avec les cultes Stealers, mais on est un peu éloigné aussi quelque part, tu vois. Et oui, parce qu'il n'y a pas cette notion de reproduction d'hybride. Voilà, c'est moins gore. Donc là, la faction peut proposer des hybrides, mais ça va faire partie des nombreux cadeaux dispensés aux adeptes. Et il me semble aussi qu'ils veulent gagner leur indépendance par rapport aux Alien Hives. Alors certains le veulent et certains passent le cap et deviennent indépendants. Mais ça, c'est pas très bien vu de couper les liens avec la ruche. Et ça peut amener à des représailles. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire à propos de leurs règles spéciales, histoire de rentrer un peu dans le vif? Eh ben, ils ont de très bonnes règles spéciales. Déjà, toutes des règles spéciales en lien avec certains héros sont génialissimes, hein, comme Experiment, Cult Banner, Tactical Console, voilà. On a des bonus qu'on vous développera plus tard. Ouais, en tout cas, ils ont également la règle résistance pour certains héros, donc ils peuvent avoir une sorte de petit invulnérable à 6+, et contre la magie, c'est une invulnérable à 2+, donc c'est vachement pratique. Ils ont aussi des aptitudes liées à une unité en particulier qu'on vous développera plus tard. Donc il y a Spotter, il y a... comment ça s'appelle déjà? Enfin, il y a plein de super bonnes aptitudes. Il y a de la mobilité, il y a de la résilience, il y a de la portée. A priori, on a tout ce qu'il faut, mais on y reviendra dans le contexte des unités. Ouais. Vous parlez de ils ont aussi accès à Warning Cry, qui est pratique. Ouais, c'est pratique. Mais ils ont un bon petit panel, on le développera par la suite. Les spells, mon cher Gab. Alors, les spells. Ah, je commence par le stimulant. C'est sympathique le stimulant. Moi, le stimulant, ça me stimule. Donc voilà, le sang du café, ça donne tout simplement furieux à 2 unités alliées. Ou c'est une unité alliée, que je ne dise pas de bêtises? Non, à 2 unités. Et 2 unités alliées, ouais, j'avais bien raison. Et ce qui est génial avec ce sortilège, c'est que ça rentre en synergie avec Agitator qui donne furieux à votre unité. Et si votre unité est déjà furieuse, vos furieux portent sur du 5 et du 6. Voilà. Donc, le synergie, là, on avait vu dans la vidéo précédente avec des infected colonies qu'on avait accès à, pareil, à sorte. C'était. Je sais plus, non, c'était du héros, c'était Bloodthirsty, je crois, enfin, je sais plus. Ouais, qui n'avait pas de synergie dans l'armée. Et là, enfin, on a une synergie avec le furieux. Donc, ouais, c'est vachement sympa. Ça fait déjà plaisir. Puis après, je te laisse faire le prochain. Bah écoute, le Mine Poison, c'est voilà, 4 hits à 12 pouces sur une unité ennemie. C'est là, c'est pas dingue, mais bon, c'est des petits dégâts, ça peut rendre service. Bah, imaginez petit Gecko Sniper, là, ça disparaît. Ouais, 120 points qui s'envolent en fumée. C'est toujours utile. Le prochain, c'est l'Hypnosis. Alors lui aussi, il rentre dans les sorts vraiment appétissants de l'armée, puisque là, quand même, on va cibler 2 unités amies à 12 pouces et leur accorder +1 à la défense. La prochaine fois qu'ils vont subir des touches. Quand on sait que la défense n'est pas forcément le point fort principal de l'armée, ça permet de gagner un vrai tanking quand même. Ah ouais. Imagine le battle tank à 1+, Gab. Bah ça marche pas. Ça sert à rien. Mais... ça marche pas. Non, mais par contre, des unités comme, on va voir, des Elite Snatchers, ils passent à défense de plus, c'est vachement sexy quand même. Et là, des Elite Snatchers qui sont solides comme un tank, ça commence à causer. Hein. Donc, très très bon sort lui aussi. Le prochain, le Brain Burst, donc
Voilà, quand vous téléchargez tout d'une taille du monde dans la tête d'un pauvre type, ça fait 2 touches AP4 sur un personnage. C'est classique, hein. Y a beaucoup d'armées qui l'ont, de petits sorts de sniping à 2 touches PA4 sur un modèle ennemi. Ça permet de tuer, genre de petits médics ou de petites bannières. C'est toujours très sympa. Ouais. Je te laisse faire le prochain. Bah, Mind Control, ça c'est un sort que j'aime particulièrement. On a le même chez les Custom Brothers, sauf que chez nous il s'appelle le Curse Ground. Et c'est un sort en fait qui va venir impacter la mobilité de votre adversaire. Vous allez lui enlever, donc vous allez cibler 2 unités ennemies à 18 pouces, lui enlever 3 au mouvement et 6 à la course et charge. Donc je trouve que de manière générale c'est puissant, mais quand on est sur une armée qui est très mobile, comme celle-ci, bah, c'est parfait, ça creuse vraiment un écart et ça peut être assez dramatique de jouer ce Mind Control sur certaines grosses unités de l'adversaire. Ça peut vraiment les mettre dans le vent. Est-ce que ça ne permettrait pas de jouer un petit peu comme Tom et Jerry, le chat et la souris, le chat qui ne rattrape jamais la souris Ouais, complètement, et c'est très très punitif en fin de compte, parce que par exemple on prendrait c'est quoi, c'est le Dread de Sorian, ton gros titan là. Le Dread Titan, ouais. Bah tu vois, il est pas particulièrement mobile, il bouge à une valeur normale, bah là tu lui mets ça, il va être bien lent. Et alors là, pour commencer à rattraper, pour aller chercher au cac des unités qui sont fast et tout, c'est peine perdue en fait. Ouais, c'est trop galère. Donc c'est beaucoup trop galère. Ça, c'est un très très bon sort qui va vous permettre de très bonnes tactiques. Et puis même, ça peut aussi permettre de faire un petit peu la sticky web, tu sais, d'aller dire à des unités ennemies, bah vous auriez pu fuir, mais en fait non. Et du coup, tu pourras aller les choper aussi. Imagine ça sur du Robot Legion, du Dwarf Guild ou même rien que sur du HDF, c'est déjà casse-couille. Hein. Mais tu vois, surtout pour prendre de vitesse des armées qui seraient fast aussi. Tu sais, je pense par exemple à du Dark Eldar et tout ça. Le mec il dit ouais, bah, moi je suis fast et toi aussi. Mais voilà, c'est un peu qu'on s'appelle, c'est le syndrome, c'est Achille et la tortue là. C'est Achille qui peut plus rattraper la tortue. Bah là, tu leur dis, bah en gros, je vous enlève votre fast quoi. Donc je vous rattrape comme je veux. Donc c'est vraiment super intéressant. Alors sur les armées slow, bon alors là les pauvres, enfin je pense à ces malheureux Dwarf Guild, mais déjà qu'ils avaient des petites jambes, là ils vont avancer sur les genoux. Même plutôt sur des moignons de jambes, hein, carrément. À plat ventre même. Mais non, c'est excellent, c'est un pur sort, il est top. Donc on a là sur la liste déjà on en a déjà 3 très bons là, le stimulant, l'hypnosis et le mind control. Je trouve qu'ils sont structurants même. Et le prochain qui est pas mal non plus, c'est pas forcément le meilleur, mais moi je l'aime bien. Le Psychic Blaze qui permet de faire 6 touches à 2 unités ennemies à 12 pouces. C'est pratique pour quand l'ennemi fait des embuscades dans votre dos avec des unités fragiles, ben vous venez et vous lui nettoyez 2 unités quoi. Ouais, je l'aime bien, il est sympa, il est assez généreux ce sort, il est pas mal. C'est Quand tu le vois dans la liste, tu te dis clairement que c'est pas le premier que tu vas tenter de jouer dans tes games, mais tu finis toujours par le jouer. J'ai vu même pareil chez mes Custom Brothers, donc très très bien ce petit sort. Nous pouvons maintenant passer d'un haut héros. Au héros. Et on commence par, pas des moindres, le Soul Snatcher Matriarche. Alors là, Soul Snatcher Matriarche. Ouais. Eh bien, moi j'aime bien ces héros. Tu les regardes, bon il y a un nombre de mots-clés ahurissants, mais tu les regardes, tu sais à quoi ils servent. La Soul Snatcher Matriarche, c'est une Castor 3. C'est clair, elle est là pour faire de la magie. Et de plus, elle accompagne très bien les Soul Snatchers. Hein. Bah ouais, parce qu'elle a accès au Fast, au Scout et au Strider. Donc tu sais qu'elle a tous les outils de mobilité qui vont lui être nécessaires en fait à pouvoir suivre l'armée. Donc elle a pas de soucis. Elle a accès à Résistance, donc un bel outil de tanking. Et Warning Cry, donc c'est un peu votre repoussoir à fait. Ouais, Warning Cry c'est très bien, et bon déjà c'était très très bien contre tout ce qui était attaque surprise, et c'est vrai que depuis que ça a évolué, c'est toi qui me l'as fait remarquer, mais depuis que c'est be set up over 12 feet, donc c'est à plus de 12, c'est pas à 12 ou plus,
Du coup, ouais, c'est vraiment très très bien. Par contre, ça nécessitera de soigner le placement de la Soul Snatcher matriarche au sein de l'unité, puisque c'est elle qui va décider de la distance. Pour conclure, le truc avec la Soul Snatcher matriarche, ça va être le cas aussi avec les autres héros, c'est que clairement sur The Cryas 3, on sait que c'est pas un héros qui va se promener en électron libre. Ça va être un héros d'unité. Et autre chose, tu vois, je trouve que ça c'est vraiment intéressant. La magie de manière générale, elle a pas de portée. Mais c'est vrai que dans cette armée-là, t'as une telle mobilité que pour faire de la magie, justement, c'est très bien. Oui. Vous avez vite gagné les portées nécessaires pour lancer vos sorts, c'est très pratique. Voilà. Et du coup, le prochain. Pour moi, le meilleur héros de l'armée, hein, clairement, le culte leader. Oh, il apporte tout ce qu'il faut. De la létalité, de la mobilité, de la résilience. C'est le héros le plus structurant de l'armée, quoi. C'est le buffer par excellence. Ouais, qui fait beaucoup penser aux compagnies leaders de l'HDF. Et c'est un héros de la même trempe. Il est vraiment excellent. Même valeur de coup en point, même valeur de qualité défense. On est clairement sur le même châssis. Après, je trouve que ses buffs à lui sont quand même meilleurs parce que entre autres, il a le Warden qui donne culte banner, donc régène à son unité lui-même. Ça, c'est très bien. C'est très bien, ouais. Le mégaphone, qui c'est une armée de mobilité comme la vôtre, va déjà donner un avantage conséquent. Bah ouais, ça va permettre sur certaines unités qui ont seulement scout de devenir fast et scout. Et donc ça va leur ouvrir la possibilité de faire des charges T1. C'est vraiment balèze. Donc c'est excellent. En termes de mobilité, on a le Tactical Console aussi, qui est très très sympa pour se repositionner, avancer, reculer, créer de l'incertitude chez l'adversaire. Imaginez, vous cherchez une ligne de vue avec un petit truc, vous tirez, l'activation suivante, le culte leader le remet derrière un couvert, c'est pratique. Ouais, et ça c'est vite pénible, parce que dans le séquençage des tours à OPR, c'est vrai que souvent on se dit ok, cette unité elle s'est activée, elle a fait son job, je pourrais la gérer plus tard, c'est pas l'urgence. Je vais en premier lieu m'en prendre à ce qui va s'activer. Et là, l'unité qui s'est activée, c'est ça, elle retourne dans sa cachette. Et t'es comme un gland, en fait. Donc très 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 bonne aptitude qui devient un peu générique, j'ai l'impression. On la retrouve dans de plus en plus d'armées. On a Agitator, du coup, dont on parlait tout à l'heure. J'envoie un message aux créateurs de PR. Donnez la même aptitude aux nains d'espace. Pitié, ils sont vraiment mal aimés, ces pauvres nains. Ouais, ils ont des trucs qui clochent. C'est vrai qu'un peu de mobilité en plus, ça leur ferait pas de mal à ces malheureux. Déjà qu'ils manquent de portée, en plus d'être lents. Donc après oui, on a l'agitator. Alors ça on l'a vu, c'est donc l'aptitude qui synergise avec le stimulant. Ouais. Donc ça c'est très sympa puisque ça va donner Furious, et comme on va avoir Furious avec le stimulant, ça va l'améliorer. Donc on aura des touches supplémentaires, non plus seulement sur les 6, mais aussi sur les 5. Ouais. Donc il y a un vrai gameplay à installer avec le Furious. Et en plus on le verra, c'est très en accord avec les profils d'unités, puisque beaucoup d'unités de l'armée saturent pas mal. Et il y a aussi le Mad Scientist que moi j'aime bien. Hein. L'expériment qui donne la règle de mutation à votre unité, c'est vraiment sympa. C'est ça, donc vous jetez un dé, 1, 2, 3, vous avez raiding, 4, 5, 6, AP plus 1. C'est très sympa, en plus ça coûte 5 points. Ça coûte rien, il y a une unité qui en profite particulièrement. Faut jouer cette aptitude. Hein. Elle est trop sympa. Après, malheureusement, avec le cult leader, je pense qu'on va être tenté d'en jouer le maximum possible. Mais à un moment, on devra faire des choix dans. Ah oui, on pourra pas tout. Parce que c'est pas illimité. Mais en même temps, si t'es limité, t'en jouerais un par unité en fait, quasiment. Ouais. Et le caster 2 aussi, le mage. C'est clairement l'aptitude qu'on prendra le moins. Je trouve que. On a déjà la Soul Snatcher matriarche qui fait très bien la magie. Un culte leader qui gaspille un slot de héros pour faire juste ce caster 2. C'est dommage. Alors qu'à côté, il a des aptitudes tellement bonnes. Ouais, je trouve que c'est viable par rapport à la liste de sorts, mais c'est vrai qu'on a un héros caster qui le fait très très bien.
En plus, on le verra, mais il y a possibilité de gagner un niveau de caster encore et donc de passer la matriarche caster 4. Et le culte leader, on va tellement vouloir le préserver pour toutes les autres excellentes aptitudes que logiquement, on n'irait pas chercher le caster 2. Ça a l'air certain. Le héros pourra aussi être équipé d'une combat bike. Donc ça va être utile pour lui permettre d'harmoniser son profil avec celui d'unité qui serait susceptible de rejoindre. Parce que on peut aussi dire que c'est un héros qui a de sniper. Ouais, ça c'est une bonne arme. Je trouve que c'est sympa, au moins votre héros il a un peu de pêche. Ça lui permet de faire des bonnes choses. Je trouve que c'est toujours un bon biais d'aller chercher du sniping via ces petites options au sein des unités et tout, plutôt que parfois d'investir dans une unité de sniper. Et le sniping c'est très puissant, et notamment sur certaines factions où ça va faire de vrais ravages. Donc notamment on pourrait l'envisager dans un match miroir par exemple. Si vous avez la capacité d'aller tuer les cultes leaders ou même la Soul Snatcher matriarche, vous prenez un net avantage, et cette logique elle va se poursuivre avec beaucoup d'autres factions comme l'HDF, ou je crois les Dao Union et d'autres trucs. Ouais. Donc très très fort le sniping. Puis on a accès à quelques bonnes options au CAC. Ça pareil, ça va permettre d'harmoniser suivant les unités que vous allez rejoindre. Moi j'aime bien le Array of Close Combat Weapon qui donne 3 attaques à P1 poison. Voilà. Pour moi c'est une très bonne arme. Donc ça se permettra de faire un héros qui se sentira bien dans son unité, il sera bien en accord avec ce que son unité fait. Donc un très bon héros, très bien construit, qui apporte énormément à l'armée. Après, le prochain il me fait mal au cœur quand même. Parce qu'il y a des figurines magnifiques, mais malheureusement il est injouable en état. Le Cult Hitman. Le Cult Hitman, voilà, 4+, 5+, il coûte 50 points, il est pas cher. Mais si on regarde sa fiche d'unité, déjà on voit qu'il a aucune aptitude. Donc c'est un gars qui apporte rien à son unité. Donc déjà à partir de là, moi j'ai un peu du mal de parler de héros. Il a accès à quelques options, mais il sera jamais non plus une terreur, tu vois. Le takedown c'est rigolo, mais je trouve que, je sais pas, ça justifie pas l'investissement. Et par rapport aux deux héros qu'on a vus précédemment, je trouve juste que c'est un héros qui est très très nul. Oui. C'est un héros qui n'est pas violent au CAC, qui n'est pas violent au tir. On en fait quoi? On n'en fait rien et on passe au prochain profil. C'est un peu le même problème. C'est un héros qui ne cogne même pas si fort que ça, qui n'apporte rien à son unité et qui n'est même pas tanky, donc bon. Ouais, c'est ça. Donc est-ce qu'on irait le chercher juste pour un Warning Cry? Je suis pas sûr. En plus, si on le mettait en relation avec son unité de prédestination, donc les mutants bruts c'est quand même 160 points les 5, on est sur les mêmes stats et elles sont même plus violentes, quasiment. Donc tu ramènes, alors lui il est coriace 3 certes, mais si tu ramènes en proportion, bon. On a même fait les calculs, c'est toujours dans 100% des cas plus rentable de mettre un culte leader avec des mutants bruts plutôt que mettre un brut championne. Ouais, donc pareil, un héros qui à mon sens est naze. Ouais. Donc on a 4 héros. Et on est heureux d'avoir les deux premiers parce que les deux premiers ils sont excellents, ils suffisent largement à l'armée en fait. Déjà avec les deux premiers, j'estime que vous êtes gâtés. Donc vous avez votre bon sorcier, votre super héros cult leader qui est incroyable, et les deux autres ils sont nuls, mais bon, voilà, au moins vous avez déjà ce qu'il vous faut de toute manière. Donc il faut pas les regretter là, ces deux héros un peu nazes. Ouais. Mais bon, on n'est pas trop dur en plus, hein. Honnêtement, vous présente juste les choses quoi. C'est pas de bons héros là les deux derniers. Les core units maintenant, mon cher Gab. Les core units, alors on passe à une unité pour moi qui pose un peu problème quand on le met dans le contexte de l'armée. Dans une autre armée, elle serait déjà très bien. C'est Minions. Alors ça coûte 115 points les 10, c'est pas cher. Ils ont des rifles et des close combat weapons, c'est classique, c'est du garde-up quoi. Ouais, c'est mon infanterie squad. Bon, on a moins d'options.
Mais c'est mon infanterie squad. Bah moi je trouve que l'unité reste toujours à un prix qui permette d'envisager de la sacrifier et de servir Ouais, d'écran. Et honnêtement je trouve que dans le contexte d'une armée d'un peu de gunline, ça peut être un choix intéressant pour se prémunir des FEP et tout ça, hein. ouais. Ça peut faire Après, des écrans. c'est dommage que eux n'aient pas accès à Scout. Ça aurait été pratique. Mais bon, là, on demande beaucoup quand même. Voilà, mais moi je trouve qu'ils ont vraiment un rôle à jouer, hein. Honnêtement en termes d'écran et tout, c'est pas dégueu. Donc il y a certaines listes Euh, où je les rentrerai à coup sûr. Les supports mignons. les supports mignonnes, moi, je préfère les supports mignonnes comparés aux mignonnes de base. Ouais, pourquoi Parce qu'ils ont les des mignonnes armes de beaucoup plus base, violentes. est-ce que les mignonnes de base ils seraient pas insupportables justement pour toi? Bah, déjà, ils font banana. Banana. Voilà. Bah, en tout cas, les C'est tout. support minions, c'est une unité qu'on connaît, quoi. On la voit partout, sous plusieurs noms, Weapon Team ou d'autres trucs. Ils sont cool ces mecs, hein. Ils ont une portée entre 30 et 36. Ils ont accès à un arsenal assez fiable avec leur Heavy Machine Gun ou bien l'autocanon, ou accès à des trucs assez violents avec le Missile Launcher ou le Laser Cannon. Ils ont même l'option nativement du mortier, que je trouve vraiment pas déconnante parce que ça permet de rendre l'unité solide puisqu'on va pouvoir la cacher, étant donné qu'on va faire du tir indirect. Et c'est toujours une unité qui va un peu gratter à distance. Mm. Tu te penses à l'abri, ben non, tu te prends 3 PV, paf. C'est ça, c'est toujours une bonne unité, donc en plus elle va pouvoir commencer à tirer logiquement dès le tour 1, donc c'est toujours une bonne unité, Ouais. qu'on regrette pas trop si jamais on la perd, et elle fait du bon taf. Vraiment c'est pas cher, ça peut être super value, si vous êtes un peu château au dé, ça peut être assez pénible pour l'adversaire. Un classique. Un classique. Les néophytes maintenant. Les néophytes. Ah, là, on rentre dans le nœud dur de ce qui fait l'ADN de l'armée. Ils n'ont qu'une seule aptitude, c'est scout. Mais qu'est-ce qu'elle est pratique? Ouais, c'est ça, parce que... Bon, alors on a le Fear 2, on va pas en parler ici, il est pas intéressant, mais c'est qu'on va pouvoir remplacer tous nos fusils par des shotguns. Donc, ça fait 10 attaques sur le 4+, AP1. Voilà, Ça commence à piquer. c'est ça. Donc on fait le mouvement pré-game de 12 pouces, on peut encore se permettre d'avancer de 6, on a encore 12 de portée, donc ça vous fait 30 pouces au total, quoi. Donc enfin, vous allez vous trouver à portée dès le T1 et pouvoir déjà avoiner, hein, donc balancer 10 attaques AP1 pour une unité de 5. Donc c'est déjà assez violent. Et il va y avoir Après, les options d'armes ne sont pas mauvaises non plus. Hein. ouais, bah c'est le classique, quoi. C'est des bonnes options d'armes en fait, puisque c'est le classique de l'HDF en fin de compte. On a accès au On bon a des sniper arsenal. rifles dedans. Ouais, pourquoi pas. Et on peut remplacer les armes du sergent avec un pistolet à toile. Euh, on peut remplacer une arme de cac par un pieu et une masse lourde. Donc, Voilà, je pense pas qu'on ira trop chercher les armes de cac. Par contre, on pourra vraiment envisager de s'offrir les petites armes à courte portée, là, toutes les petites armes entre 12 et 18. oui, C'est vraiment cohérent avec l'unité, c'est vraiment bien. T'as le mining bah avec des laser, bien flammeurs, c'est sûr. cool, hein. Ouais, les flammeurs, c'est très bien, par exemple. Même le mining laser, Mm. vous venez à côté d'un véhicule, pouf, vous décollez 3 PV. Voilà, puis si vous doublez l'unité, bah, vous en aurez quand même deux. C'est vraiment pas mal, donc une très bonne petite unité qui va vous permettre déjà dès le début de prendre la table et peut-être de commencer à créer des petites interdictions, parce que vous n'êtes pas obligé d'être dans l'offensive dès le T1. Vous pouvez aussi vous placer à un endroit chiant duquel l'adversaire vous voit pas, et en gros il serait forcé à vous dépasser pour vous voir, et du coup il n'aurait pas l'opportunité d'avoir l'initiative au combat. En fait, ce sera à vous de prendre le combat quand viendra votre tour. Donc ça peut vraiment ennuyer l'adversaire, quoi. Donc une Et, bonne et ça, petite... on aime bien les adversaires. Ouais, il y a un bon rôle tactique. Bah, quand t'ennuies l'adversaire, surtout sur cette armée en fin de compte qui va déjà apporter une grosse charge mentale parce que il y a plein de combos à faire et puis déjà on est très mobile. On a beaucoup de scouts et tout, puis on le verra, on a aussi pas mal d'ambush. Donc je pense que tout ce qui peut renforcer la charge mentale, ce côté oppressif, c'est précieux. Ça fait aussi partie du match en fait, quand tu joues cette faction. Oui, Et ça va pousser à l'erreur, hein.
Et donc les néophytes, voilà, ce sont l'option de la version de tir, mais on a la version de CAC avec les acolytes. Ouais, qui ont donc des pistolets et des mutants de co qui ont 2 attaques AP1. Eux, vous leur mettez mutation avec le héros, ils sont excellents. Hein. Bah ouais, parce que c'est clair que si tu vas choper la reine ou juste la P1, Ah, t'es très content, hein, ça te fait des ouvre-boîtes. bah ouais. De même, tu vois qu'on serait vraiment tenté pour le coup d'aller chercher le FIR 2 ou les options d'armes de corps à corps. Ouais. Parce que la Heavy Buzz de Saw, elle est quand même pratique. Hein. C'est 3 ça. attaques AP4, ça rigole pas du tout. C'est Hein. ça, et on verra plus tard qu'il y a la possibilité. Bon, déjà, on peut leur permettre de charger dès le tour 1 quasiment grâce comment ça s'appelle, aux consoles, à la Tactical Console qui leur permet déjà de faire 6 pouces de plus. Donc, entre le scout, le Tactical Console et leur mouvement, ça devrait suffire, le mouvement de charge. Mais on verra plus tard qu'on peut aussi leur coller fast en fait. Oui. Donc, ça peut en faire une unité de CAC qui pourra charger dès le T1. Et on aime bien faire des Alpha Strike violentes comme ça. Ouais, surtout que Les suivants qui- c'est pas cher, ça va faire de la grosse rentabilité. Et si jamais l'unité elle est éliminée, ça vous dérangera pas. Et si jamais l'adversaire élimine pas l'unité à la riposte, ça va un peu le contraindre aussi, ça va un peu lui imposer de devoir l'éliminer. Donc ça c'est très très cool. Et ce genre d'unité j'aime bien parce que si votre adversaire anticipe trop vos embûches par exemple, qui commence à se fortifier en quelque sorte, bah, ces petites unités sacrifiables qui peuvent faire GT1, ça peut vraiment permettre de péter le dispositif. Pour rendre la ligne adverse complètement Clairement, poreuse à vos embûches. on casse la toile d'Antifep et finalement vous allez rentrer dedans comme dans du beurre. Hein. C'est ça, donc un outil très précieux, je trouve. J'aime beaucoup les acolytes. Des mutants de brutes qui ont scout et régénération, qualité 3 plus défense 4, et ils ont chacun 2 attaques AP1 rending. Ouais. Donc clairement sur eux on n'ira pas chercher la mutation parce qu'ils ont déjà rending, donc ce serait dommage d'avoir un bonus sur 2 qui soit utile. Par contre avec le furieux, qu'est-ce que ça balance des patates ce truc. Ouais, c'est vite énervé. En plus, on a une qualité d'élite hein, sur cette unité. Ils sont 5 quand même. Pour 160 points, c'est vraiment pas cher. Et c'est la même chose que pour les acolytes. On peut leur coller fast et dans ce cas-là, ils occuperont le même rôle, mais en plus violent. Et là, ça va être un peu chewing-gum aussi parce qu'ils vont coller sous les baskets. L'adversaire, il va avoir du mal à s'en débarrasser encore plus. Oui. Donc, et comme tout à l'heure, on a vu que c'est typiquement le genre d'unité qui va dans les lignes adverses dès le T1. Et si tu ne gères pas à la fin du T1, tu sais que le T2 il te remet une tartine. Hein. Et en plus, lui, ouais, Def4 régénération, donc ça commence déjà à être tendu. Hein. Ouais. Donc en plus, surtout que le tour d'après, dès le tour 2, il y aura moyen de setup qu'il ait une défense 3 et tout. Enfin, il y a vraiment des saloperies à faire. Et l'unité est très très violente et très bon marché. Donc on peut aller chercher la Great Weapon aussi, donc 3 attaques AP4. On arrive vraiment sur un gros volume d'attaque avec de la violence. Ça s'envisagerait peut-être de les passer par 10. Moi j'ai peur que ça fasse trop. Je sais pas trop si c'est ce que j'irai chercher exactement. J'aurais peur d'être trop dans l'overkill, à voir, faut calculer. Mais je pense que c'est pas vraiment l'ADN de l'armée de les mettre par 10, même si ça s'envisage. Hein, mais... Ouais, non, moi je trouve qu'on est un peu dans l'esprit. Dispersé, avec des cibles pas alléchantes, mais en même temps menaçantes. C'est ça, moi je les vois vraiment pareil dans cet esprit MSU. Un petit peu ce qu'on préconisait aussi pour les infect colonies, où je disais quand même, moi à votre place, j'éviterais un peu les D-Stars. Parce que pareil, encore une fois, quand tu splits ton armée, t'es moins impacté par tes pertes. Et donc déjà ça c'est intéressant. Et tu viens flouter un peu la lecture de ta liste par l'adversaire. Ça lui dicte moins ses priorités. Donc là aussi c'est intéressant. Ça peut vraiment perdre votre adversaire. Parce que c'est sûr que c'est une unité à un gros coup en poing. Il va être tenté de commencer par elle. Alors que si toutes les unités se valent à peu près, le gars il sait pas trop par où commencer quoi. Les Soul Snatchers. Les prochains, les Soul Snatchers.
Ben, c'est comme chez des Alien Hives. Ils ont Fast, Scout, Strider, 2 attaques AP running par tête, ils sont 5. Pour 170 points, c'est vraiment bien. Et de plus, vous pouvez leur payer le Mind Snatcher qui leur donne caster plus 1. Bah ouais. Donc ça, c'est vachement bien. En mettant en corrélation avec le héros qui va avec eux, ça fait vraiment un bon chausson. Hein. Ouais, ça fait le chausson parfait pour du coup le passer caster 4. L'unité en elle-même, elle rigole 0. Elle peut charger T1. Elle a une qualité d'élite. Elle sature sur de la P1 rending. Donc déjà c'est une bonne unité. Et puis c'est vrai que pour accueillir le héros, c'est parfait. Donc voilà, une fois que vous avez un caster 4, vous pouvez vous contenter de lui. Hein, même pas la peine, je pense, d'aller en chercher un autre, un caster. Hein. Vous êtes tranquille. Hein. Après ça peut s'envisager, mais ça va vraiment dépendre de vos besoins. Mais là déjà en termes de magie, je pense que vous avez compris qu'on est sur une faction qui est forte dans le domaine. Hein. Parce que Caster 4, qui peut le faire dans le jeu? Il y a tes crapauds là, tes Sorian, il y a les Alien Hive, et c'est tout, non? Il y a les démons. Oui, les démons, oui. Il est avec leur plus grosse figurine là d'ailleurs. Ouais. Et après, je crois que c'est tout. Oui. Donc, voilà, la violence. Ah, peut-être Robot Légion avec leur espèce d'arche là, de vaisseau. Ah non, c'est des Ectans qui peuvent avoir Caster 4. Mais bon, le domaine de magie des Nécrons est vraiment pourri. Non, ça, je le connais pas trop. Mais enfin, voilà, déjà, vous avez cette aptitude rare de faire du Caster 4 et d'avoir de la bonne magie derrière. Les Elite Snatchers. Les Elite Snatchers, c'est comme des sous-snatchers, mais avec embuscade et régénération. Et une défense de plus 1. Voilà, pour 15 points d'augmentation. Franchement, c'est rentable. C'est incroyable. Gagner tout ça pour 15 points seulement, c'est un truc de fou. Et alors, ouais, voilà, alors le gameplay que j'ai imaginé avec les Elite Snatchers, c'est de leur mettre le Mind Snatcher, mais de pas mettre de héros. T'en prends plusieurs unités, t'en fais une petite constellation, tu les fais arriver en faible donc, et là tu commences à balancer tes sorts, donc tu auras 2 tokens, comme ils auront passé un tour hors table, et là tu commences à balancer une combinaison de stimulants et d'hypnosis, donc le Furious et le plus un def, et tu peux vraiment faire une espèce de... Enfin c'est vénère quoi, tu fais des gros buffs d'un coup, à chaque fois tu cibles 2 unités, donc tu auras toutes tes unités scout et fast qui auront déjà rejoint la ligne adverse, eux qui vont arriver par derrière, et ils vont pouvoir buffer tout le monde. Donc je trouve que c'est vraiment très très fort comme manière de faire. Oui. Et ça fait une deuxième couche de menace qui se rajoute par-dessus la première couche de menace avec les scouts. Voilà. Puis bon, imagine la tronche, ce tour-ci, tu vas avoir quand même plein d'unités Furious, et plein d'unités qui auront eu plus en défense. T'imagines le délire? Ah ouais, c'est très fort. Ça va commencer à faire vraiment très très peur quoi. Donc, comme je disais l'autre fois, je crois, les symptômes de Parkinson sans la maladie. Hein. Ça va être terrible. Donc, une unité qui a un potentiel tactique énorme, c'est incroyable ce genre d'unité, c'est vraiment top. Les Minion Bikers maintenant, mon cher Gab. Ah, pour moi, ça c'est de la parfaite chair à canon, hein, parce qu'on regarde leur profil. Ouais, ils ont TOF 3, ils ont qu'un tir par tête, ils coûtent 100 points, c'est pourri. Non, c'est très bien. Parce que déjà, ça fait 9 PV pour 100 points, c'est pas négligeable. Qui a face le scout et 3 PV. Ils ont 2 attaques de cac par tête. Et vous pouvez leur donner, pour 10 malheureux points par tête, des grenades Duncher. Donc, ouais, ça fait vraiment une unité pénible qui va vous faire de l'attrition tout au long de la partie. Pas une énorme attrition à chaque fois, mais suffisamment d'attrition pour dire hey, tu dois me gérer, si tu me gères pas, je te casse les couilles. Bah ouais, ça va casser les couilles. Alors c'est sûr, quand tu regardes leur profil, tu dis ouais, attends, moi mes nuées, bon certes c'est 6+, mais elles me coûtent 60 points. Mais justement, ça va faire un bon chasseur de nuées. Ouais. Et moi, je suis pas mécontent de payer un petit peu plus cher qu'une nuée pour aller chasser des nuées, parce que les nuées c'est chiant. En plus, quand on a une unité qui va très vite se projeter chez l'adversaire, on est un peu sensible au syndrome des unités qui s'infiltrent derrière tes lignes. Tu peux être ennuyé, tu vois.
Ton adversaire il est un peu filou, il te balance du monde derrière. Toi t'es occupé chez lui, ça peut te casser les pieds. Bah, ça c'est pareil, c'est une unité qui va pouvoir aller récupérer tout ce qui passerait de ta ligne de front en fait. Et ça, c'est un chasseur d'infiltrateurs, quoi. Ouais, ça va être très bien, ça va être un très bon anti-chaff. Moi je trouve que c'est pas cher, je trouve que c'est intéressant. Je suis pas certain que dans la liste on ait quelque chose de si bien pour assumer ce rôle. Ah, remarque, on a les néophytes hein, qui le feraient assez efficacement. Mais passer la mobilité qu'ils ont avec le scout, bénéficieront pas sur le long terme du fast. Donc, non, remarque, hein. C'est vrai que les néophytes feraient bien le boulot aussi. Ouais, mais Mais là, c'est 9 PV à tuer le quand même. blast. Ouais, t'as 9 PV. Ouais, j'aime mieux les mignons. J'aime mieux les mignons bikers dans ce rôle. Donc une bonne petite unité encore une fois. C'est bon, elle est pas structurante, elle est pas impactante, mais elle peut vraiment venir jouer un rôle dont vous auriez besoin, donc c'est précieux aussi. Après, des Minion Quad Bike que moi j'aime beaucoup. Bah c'est casse-couille. Parce que le Minion Quad Bike, mine de rien, c'est qualité 5, défense 5, ok, c'est pourri. Mais par contre, c'est un laser minier. Donc 18 pouces, une attaque AP3, Deadly 3. Et un burst pistol. Avec fast, scout et 6 PV. Donc, je trouve quand même du dégât pour le tomber en un coup. Et c'est une unité qui ne vaut quasiment rien. Donc l'adversaire voudra très rarement le tuer. Ouais, mais s'il ne le gère pas, il va être vraiment pénible. Hein. Bah, en fait, il va être occupé avec toute votre armée, hein, parce que toute votre armée va être... lui, votre adversaire, il aura quasiment sur la tronche, tour 2, toute votre armée. Donc il sera hyper occupé, il y aura le mignon Quad Bike qui sera là à placer des petits tirs. Honnêtement, ce sera pas dans ses priorités d'aller gérer le mignon Quad Bike. Donc quand les tirs vont proc, ça va faire mal. Et en plus le quad il est tout petit. Tu peux le cacher comme tu veux. Donc pour revenir, c'était à Tactical Console. C'est typiquement le genre d'unité sur laquelle on veut faire Tactical Console. Hein. Donc voilà, c'est une unité chiante, hein, franchement, par excellence. Est-ce qu'il a des options? Oui, on peut lui payer un machine gun. Faire des petits trucs, donc il peut faire mal à distance. Il a un Heavy Flamer qui lui permettra de toucher celui de plus. Moi, vraiment, si je le joue, c'est tout nu. Hein. En plus, après son mouvement de 12, il peut bouger à 8 et puis tirer. Donc les 18 pouces, c'est pas mal. Même le burst pistol, en vrai, il va pouvoir caler ses tirs. Hein. Moi, de toute manière, je le jouerai tout nu pour qu'il me coûte vraiment pas cher. Là, c'est bien, 85 points. Puis il ira casser les couilles comme ça. Ouais. C'est un bon casse-couille. Et ça, on les aime pas. C'est pour ça que moi, je préconise toujours toutes ces unités de chaff et tout ça, les remettez pas plus tard. Essayez de les gérer le plus vite possible. Ça va vous enlever une charge mentale et ça va éviter le syndrome qu'à un moment donné vous ayez trop de priorités, vous puissiez plus vous en occuper. Et donc de fait vous dites bon bah je leur fous la paix, ou qu'elles aient déjà fait leur boulot et qu'elles soient cachées et que vous puissiez plus les atteindre, et que vous vous retrouviez en fait à faire un mouvement de ouf juste pour aller chercher une ligne de vue. Donc ça je préconise ce genre d'unité casse-couille, détruisez-les le plus tôt possible. Ça va vraiment vous faciliter la vie hein, sur le long terme. Et on attaque les véhicules et les monstres par mon unité favorite, qui est le grand frère du Minion Quad Bike, ouais. L'attaque Vehicle. Alors l'attaque Vehicle, c'est un drôle de véhicule. Ouais. Il y a un truc très étrange. On va y venir, je vais te présenter le profil tranquillement. Alors d'abord, on peut dire que il a un profil intéressant, hein. Il a 6 PV, qualité 4, défense 2, fast, impact 3, scout. Il a un Heavy Machine Gun, qui fait 30 pouces, 3 attaques AP1, on s'en fout. Le Heavy Mining Laser, une attaque AP3, Deadly 3, c'est déjà plus sexy. Et on peut remplacer son laser minier par un mortier. Voilà, ça permet toujours de chercher des lignes de vue, enfin de chercher des angles de tir improbables derrière un bâtiment et de se cacher tout dedans de la partie, c'est sympa. Voilà, bah, puis suivant la suite, ça peut être intéressant comme option.
Mais par contre, ce que j'adore avec ce véhicule, c'est les aptitudes qui l'accompagnent. Déjà, c'est un héros de véhicule. Spotter, on choisit une fois par activation une unité à vie à 12 pouces, on lui donne plus 6 pouces de portée de tir. Voilà. C'est fort. Donc c'est violent. Au lieu de tirer à 12, vous tirez à 18. Au lieu de 18, ce sera 24. Au lieu de 24, ce sera 30. Au lieu de 30, 36. Au lieu de 36, 42. Donc imaginez les portées délirantes. En plus, faut pas oublier qu'on a le scout sur la plupart de l'armée. Donc, les portées, on va les gagner très vite. Hein. Donc, le Dao Union qui se planque en fond de table, il n'est pas à l'abri. Hein. Voilà. Alors le scout sera plutôt précieux, je pense, avec la prochaine aptitude, justement. Ça va être le flare gun. Et là, je pense que vraiment, tu vois, si tu décides avec la première aptitude, tu serais tenté d'aller chercher le Heavy Mortar pour jouer un peu fond de table près de tes véhicules. Mais pour bien bénéficier aussi du fast et du scout, l'option c'est le flare gun qui vous permettre de vraiment suivre votre armée pour leur donner des boosts de vitesse en fait. Puisqu'avec le flare gun, on va pouvoir cibler une unité amie et lui accorder plus 2 en mouvement, plus 4 en course et charge. Donc encore un outil de mobilité. Ouais. Moi, je vois bien une construction liste avec 3 attaques vehicles qui accompagnent une armée de CAC. C'est redoutable. Bah, et que des flare guns. Ça va permettre vraiment de faire en sorte que... Alors 3 camps flare gun, je pense peut-être beaucoup. Mais à voir. Mais en tout cas, ouais, sur tout ce qui est acolyte et mutant brut, vous serez vraiment pas déçus de pouvoir leur coller fast, quoi, en plus du scout. Donc ça, c'est très intéressant. Le dernier qui est Survey Vehicle, que je crois que c'est ton préféré. Hein. Ouais, je l'aime bien. Bah, c'est pareil, de même que le spotter, ce sera à mettre en rapport avec d'autres unités qu'on va voir par la suite. Mais en gros, vous ciblez une unité ennemie à 18 pouces. 18 pouces, c'est rien puisque vous avez fast et scout. Donc l'armée adverse, elle va se trouver à 18 pouces de vous très tôt. Et donc vous allez cibler cette unité ennemie. Et la prochaine fois qu'une unité amie va tirer dessus, elle aura plus 1 pour toucher. Donc en gros, vos véhicules vont toucher à 3+. Donc on va passer sur... ça va en faire des sortes d'élite, quoi, en fin de compte. Une qualité d'élite. Ouais. Donc très très intéressant. Bah, clairement, Gab, si nous manquait un héros, c'était bien lui, puisque clairement c'est un héros. Bah oui, c'est un héros complètement à part. Hein. Et là, on retrouve vraiment des aptitudes précieuses que justement on n'avait pas du tout sur nos héros. Alors, et j'ai envie même de rajouter que c'est un héros encore plus génial parce qu'il ne prend pas de slot de héros. Donc vous pouvez prendre 3 héros et 3 attaques véhicules. Ouais, il prend pas de slot de héros, il tape de manière plus qu'honorable, il a un profil qui va lui permettre vraiment de suivre l'armée, il a des upgrades qui sont vraiment en rapport avec son profil, il a une fiche qui est très bien construite. Et ça va être un atout vraiment précieux. C'est un très très bon héros. Alors que le mec, c'est un véhicule. C'est complètement dingue. Moi, je suis complètement jaloux. En fait, parce qu'en HDF, si j'avais un truc pareil, ce serait la folie. Et je l'ai pas. Donc, c'est excellent. L'attaque véhicule est excellent. Le prochain qui est de Light APC. Là, le Light APC, on peut un peu plus développer, mais moi, je trouve que ce n'est pas trop en rapport avec l'armée. Parce que déjà, c'est un transport, alors qu'on a des scouts et du fast partout. C'est ça. Comme on disait en préparant la review, parce que là, c'est une armée qu'on a préparée complètement en théorie craft, en quelque sorte, puisqu'on n'a pas eu l'occasion de la jouer, ni même de l'affronter. Mais c'est un super APC. C'est l'APC de l'Human Defense. Il est très bien cet APC. Le problème, c'est qu'on se retrouve à payer quand même le transport. Et on voit pas l'intérêt, ça va être le problème avec d'autres véhicules aussi de l'armée, on voit pas l'intérêt du transport dans cette armée. C'est con parce que les figurines sont belles, mais dans cette armée, vous n'avez aucun intérêt à le jouer. Voilà. En plus, un autre truc qui me chagrine, c'est qu'il est pas scout. Non. Parce que tu vois, autant il aurait eu. En plus, il réduit votre mouvement de surcroît. Bah ouais, parce que tu sais, autant il aurait eu scout le mec. Je me serais dit, ça peut être marrant, tu sais, 2 Heavy Flammers fast scout. Tu vois ouais, ça peut faire des blagues. Voilà, ça permettait tout un, bam, je traverse la table, tiens, une horde,
je lui crache la purée. C'était quand même violent. Malheureusement, il n'a pas scout. Donc ça vient handicaper. Voilà, toute l'armée sera chez l'adversaire. Lui sera encore... il commencera à quitter la zone de déploiement, quoi. C'est un peu dommage. Typiquement, c'est le kart dans Mario Kart sur laquelle on a jeté une peau de banane. Bah ouais. Alors si on avait les équipes de spécialistes, comme on retrouve souvent, comme on avait chez les Infect Colony par exemple, ou comme on a chez HDF, ça aurait pu être cool. On les aurait foutus dans le transport et on aurait fait le classique. Ils sortent, ils envoient la purée, on est content. Là malheureusement on les a pas. Donc c'est vrai qu'on a regardé tout ce qu'on pouvait mettre dedans. Bah on voit pas trop concrètement quoi y mettre. Alors possiblement les mignons, mais je vois pas trop l'intérêt honnêtement. Et on y a réfléchi, hein, sans s'est casser la tête là-dessus. C'est le nœud gordien, il n'y a pas de solution. Moi je pense que le mot-clé transport dans cette armée c'est naze. C'est juste une taxe qu'on paie pour rien. Ouais. Donc suivant, le Grinder Truck. Un Grinder Truck que je trouve bien mieux, même si il y a beaucoup à dire. Bah, quand on a le profil comme ça, voilà, qualité 4, défense 2, bon, fast, impact, strider, coriace 9, transport 6. Bon, je trouve pas qu'on sente beaucoup le coût du transport dans le profil. Donc, c'est aussi pour ça qu'on le trouve honorable. Il a un potentiel d'attaque qui est intéressant en fait. Tu vois, je trouve que les Rapid Heavy Mining Laser, ou même les Heavy Quake Cannon, hein, Blast 3 Rending, on a 2 attaques en plus. Je trouve que c'est pas mal. On peut même se permettre d'aller chercher le Great Grinder qui va nous rajouter 5 d'impact et donc monter impact 8. Et bien le Greatwood Grinder. Par contre, le transport 6 ça fait chier parce que c'est pas assez de transport pour mettre une bonne unité dedans qui bénéficierait bien de ce véhicule. De toute façon, même si on avait assez, on n'en mettrait pas. Donc, par rapport à... Si on n'avait pas de transport du tout, ce serait mieux carrément. Encore une fois, si on avait les spécialistes, transport 6, c'est parfait. Et là, on serait là, putain, le Grinder, il est ouf, quoi. Il y a transport 6, c'est nickel, on y met les spécialistes, et puis il y a des bonnes armes. Mais malheureusement, non. Donc, après, ça fait une bonne petite base de tir, je trouve. Ouais, on va l'utiliser essentiellement pour le tir. Hein. Voilà, donc c'est pour ça qu'on regrettera moins l'absence de scout. Et comme on l'a vu avec l'attaque vehicle, ça nous permettra on pourra aussi augmenter ses portées ou augmenter sa qualité indirectement. Ouais. Donc il pourra se fiabiliser, ça fait une bonne petite base de tir. Moi je l'aime bien le Grinder. Franchement il est cool. Juste et dommage qu'il n'y ait pas scout et qu'il y ait transport 6. Ouais. Écoute, on peut pas tout avoir. Le mining truck. Alors, le mining truck, déjà, vous allez généralement récupérer du diamant dans les profondeurs du monde de Minecraft, voilà. Ouais. Bon, on leur dit, hein, franchement, c'est naze, hein, honnêtement. Oui. Il est pas... voilà, vous avez 9 attaques, il y en a 6 AP2, bon, il n'y a pas d'option. Le transport 11, vous le payez cher, ça vous sert à rien. Il coûte 350 points. Moi, déjà, juste par rapport à ce que je vois qu'il fait et le coût en points, je me dis qu'on paie extrêmement cher le transport 11 dont on n'a pas besoin. Donc, je ferais vraiment le... Je le jouerais pas du tout. Et je serais même tenté qu'on passe direct au prochain, Gab. Ouais. Il m'a énervé, là. Qui, lui, par contre, est vraiment sexy. Il m'a énervé, là, Gab. Le mining truck. Le Battle Tank. Alors là, je te laisse parler, spécialiste de la HDF, parce que là, on est complètement là-dedans. Battle Tank. C'est pas compliqué, mesdames, messieurs. Vous avez un très bon Battle Tank, puisque c'est la Battle Tank, en fait, de l'HDF. À l'exception que vous n'avez pas accès au Double Time. Alors là, si vous avez accès au Double Time, vraiment, à quoi bon jouer l'HDF? Mais, excellent. Vous allez pouvoir en faire ce que vous voulez. Vous allez pouvoir en faire un truc qui sature fort, un truc qui blast fort, ou un truc qui balance fort du deadly. Vous avez accès à des très bonnes options que moi j'aime bien personnellement parce que je suis le genre de gars qui blinde son battle tank comme jamais, du style stealth. Ça peut être vraiment très agréable. Ça augmente vraiment la survivabilité, surtout quand vous allez affronter d'autres gunlines. D'ailleurs, même essentiellement hein, quand vous allez affronter d'autres gunlines. Donc voilà, de très bonnes armes. Moi je trouve qu'il est bien costé. De bonnes aptitudes. Même le Strider peut être sympa parce que l'air de rien, déjà c'est un upgrade Wizeni, donc vous pouvez mettre les deux. Et en plus vous êtes fast.
Donc si jamais ça peut vous aider à vous déplacer avec, c'est pas inintéressant non plus. Même si ça sert trop à rien d'aller dans les couverts parce que vous avez déjà défense 2. Mais il est très violent et ce qui va être ouf, c'est il va être méga dingue grâce à Attack Vehicle qui va pouvoir lui permettre de profiter de spotter. Donc vous allez pouvoir balancer des attaques à 42 pouces. Hein, imaginez le délire. Là, même depuis l'autre bout de la table, vous pouvez descendre un aircraft. C'est un truc de dingue. Et surtout sur des armes comme par exemple le Twin Heavy Fusion Rifle, ces armes maintenant elles vont tirer à 24 pouces grâce au spotter. Donc vous allez pouvoir dès le T1 tirer au Twin Heavy Fusion Rifle. Donc ça rend, et là je vous cite 2 exemples, hein, mais il y en a d'autres, mais ça rend le Battle Tank vraiment insupportable pour l'adversaire dès le T1. Ça lui fait beaucoup de bien à ce véhicule. Et si jamais vous disiez putain ils ont Battle Tank mais ils ont pas le Tech Aim, eh bien vous l'avez vu, vous avez accès au Survey Vehicle qui va vous permettre de faire tirer votre Battle Tank sur du 3+, en le faisant tirer sur une unité que vous aurez au préalable désignée via le Survey Vehicle. Donc c'est très bien. Voilà, c'est excellent. Moi je pense que honnêtement, gars, je sais pas ce que j'en dis, mais moi tour 1, je me mets plutôt... Si j'avais 2 attaques Vehicle, tour 1 je vais bien placer mon spotter. En vrai, si t'en joues 2, t'as un attaque véhicule qui fait du spotter, un qui fait du surveil, et là t'es dans le meilleur des mondes. Ouais. Donc surtout que les attaques véhicules, ils sont pas là que pour ça, ils tirent quand même. Donc il va être vraiment violent le Battle Tank. Bon véhicule. Le prochain de Lightwalker. Ouais, T-Walker. Bah, on est encore dans l'ADN de l'HDF, hein, clairement. Qualité 4, défense 2, tir 1, top 6. C'est le même. C'est le même. Alors moi, ce que j'aurais kiffé, c'est peut-être pas qu'il est fast et scout, mais au moins scout. Alors là, ouais. Là je pense qu'il y avait moyen, je le laisse en Twin Heavy Flammer, je lui fais traverser la table et il brûle. Il brûle tout ce qui passe. Non, mais par contre, en tant que gardien de but au fond de la table, il se met sur un pion objectif et après il mitraille tout ce qui est dans sa ligne de mire. Ouais, c'est pas mal, hein. Attention à pas le dénigrer parce que c'est quand même du beau gardien de but, hein, parce que quand tu vois qu'il a accès genre à 6 attaques AP3 ou à 2 AP2 d'Eli 3 Locon ou 2 AP3 d'Eli 3 et puis le reste qui est loin d'être dégueu non plus, hein, avec les 6 AP1, les 6 AP2, moi je trouve que c'est une très bonne petite base de tir. Hein. Ouais. Donc avec des armes parfaitement adaptées à son profil, donc à sa qualité 4+. Il va réussir à moitié tout ce qu'il va faire en fait. Il est bon, hein, ce petit Lightwalker. Hein. Ah oui, carrément. Il est peut-être pas au niveau de l'attaque vehicle, mais il est quand même très sympathique. Bah c'est pas le même non plus. Hein. Je pense que il faut des attaques vehicle quoi qu'il arrive. Et ton attaque vehicle, il rendra de fiers services à ton Lightwalker, ou bien à ton Battle Tank, ou bien à ton Grinder Truck. Donc, je pense à partir du moment où tu investis dans les véhicules qui font vraiment du dégât, tu investis forcément dans l'attaque véhicule. L'attaque véhicule, de toute manière, on le voit, c'est une unité très structurante pour blinder de Signature Cut. Hein. Bah, ça te permet de vraiment te dire, bah, moi je vais jouer une compagnie blindée des Signature. Ça va te permettre de commencer à aligner une gunline. Franchement, demain, le gars il me dit je joue une gunline sous Snatcher. Je lui dis ben bien joué, t'as trouvé une bonne façon de jouer parce que franchement ça marche. Hein. Bah ouais, et le même gars il me dit non, finalement je m'oriente cac. Eh ben j'ai envie de lui dire la même chose. T'as trouvé un bon truc aussi parce que même avec l'attaque véhicule, tu donnes face à tes unités. Dès le terrain, tu lui arrives sur le coin de la gueule. Hein. Bah ouais. Moi personnellement, alors je trouve que c'est excellent. Tu fais une liste tir excellente. Y a aucun souci. Moi personnellement, je pense que pour être plus dans l'esprit de l'armée, j'aurais vraiment sur une liste en mode tour 1 dans ta tronche, tour 2 les faibles qui arrivent. Je me balance des bonus de partout. Je t'ai créé une incertitude, je t'ai mis dans l'angoisse, tu vois, dès ton déploiement, parce que moi je me déploie après toi en scout.
Moi, j'aurais vraiment la liste MSU, charge mentale, frappe chirurgicale, des bons échanges de pièces, tu vois, toujours à mon avantage, et multiplier vraiment les menaces sur tes unités. Tu sais comment on fait aux échecs quand on va avoir 3 pièces qui vont cibler une même case, parce que là, clairement, tu peux le mettre en place, ce gameplay. Donc moi, je partirais vraiment sur ce gameplay que je juge hyper valorisant. Après, c'est aussi un gameplay de tacticien. Et là, le skill, ça va y faire beaucoup. Hein. C'est une armée qu'il va falloir travailler. Mais là, on va dire que c'est la manière complexe de bosser l'armée. Après, cette même stratégie, vous pouvez la faire de manière beaucoup plus brutale et mononeuronale aussi. Si vous avez moins envie de vous casser la tête. Ou sinon, il y a l'excellent gameplay Gunline. Ou pourquoi pas jouer un gameplay un peu hybride aussi. Oui. Ça... mais là, clairement, pour faire le distinguo entre les Infected Colonies et des Sous-Nature Cult, c'est vraiment deux philosophies très différentes. D'un côté, on va avoir une armée de horde qui est un petit peu comme nos collègues appellent du stat check. Donc, si tu n'as pas assez de saturation, tu ne gagneras jamais. Là, on est plutôt sur quelque chose d'opposé. C'est la stratégie et la tactique des joueurs qui fait vraiment toute la différence. En plus, c'est une armée particulière, tu retrouves beaucoup de qualités d'élite. Oui. Donc, mais tu feras toujours des bons échanges. Ils ont beaucoup en commun avec les Infected Colonies, mais pour autant, c'est pas du tout les mêmes. Ils ont beaucoup de différences aussi. Ce serait, je pense, incroyable de voir ces deux armées s'affronter d'ailleurs. Ouais. D'après moi, ça ferait une espèce de bagarre générale. Une bagarre de taverne avec des FEP éclatés partout sur la table, des unités qui se retrouvent au CAC dès le T1. Ça ferait vraiment le champ de bataille, il serait rempli de petits combats, je pense. Parce que les deux armées, sur un gameplay précis, elles se rencontrent sur ce gameplay one turn face un peu. Ouais. Donc je sais pas si, par contre, je suis pas certain que tu aies la capacité d'aller chercher un one turn kill comme on pourrait l'envisager avec les Infected Colonies. Je crois pas qu'on ait non plus la violence suffisante. On a clairement moins de violence, mais une tactique beaucoup plus avancée. Mais voilà. Clairement, notre but, c'est de gagner par l'objectif et surtout par le fait de déjouer les plans de votre adversaire. Les Sous-Nature Cult, c'est une très bonne faction. Ouais, mais t'es pas dans la finesse non plus, hein. T'as une létalité t'as une létalité d'enculé, parce que si ton adversaire il arrive pas à modérer ton impact initial, déjà il finit la game dans le plâtre. Hein. Tu peux quand même aller chercher la victoire T1, mais ce que je voulais dire, c'est seulement que les Infected Colonies, ils avaient peut-être plus de facilité à le faire contre plus de match-up. Mais c'est très 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 violent. En fait, c'est bizarre de retrouver à la fois tant de finesse et de violence dans une même armée. Oui. Donc, on sent quand même l'influence Alien Hives dessus, avec cette capacité de se projeter et de faire des dégâts très très vite. Ouais, donc une armée qu'on avait bien classée, je crois, parce que c'est une armée qu'on présume très forte. Ouais. On avait classé Tierra. Tierra. Voilà, je suis sur la tier list, elle est à l'écran d'ailleurs. Tierra. Et c'est largement mérité. Hein. Et ils y sont toujours. En plus, cette armée, ça va être l'angoisse des gunlines. Ça va pas mal faire chier les unités de CAC, enfin les armées de CAC qui comptent aussi sur des grosses unités, parce que tu vas pouvoir toujours aller lui faire des gros dégâts avec des unités beaucoup moins chères que les siennes. Donc, c'est une armée qui va proposer de très très bons trades. Voilà. Tu vas pouvoir aller dans une unité qui est beaucoup plus forte que toi, plus chère, et vraiment bien lui péter la gueule avant qu'elle te lessive. Mais tu l'auras tellement fait mal que ce sera même plus une menace. Ouais, donc pour moi, ça répond vraiment à des besoins qu'on a dans OPR, c'est-à-dire neutraliser la cible avant qu'elle ne soit une menace, vu que c'est un jeu en alternance. Il faut toujours bien mesurer et bien calculer les risques de faire telle ou telle action, et avec les Sous-Nature Cult, vous allez avoir souvent plein d'occasions qui vont s'offrir à vous.
Et ça pour le joueur sur Snatcher, ce sera pas dur de prendre les décisions. Et par contre, pour le joueur adverse, ça va être compliqué. Parce que déjà, vous allez lui amputer sa mobilité dès le tour 1. Parce que vous arrivez tout en scout et il sait qu'il y a vos embûches qui arrivent au T2. Et ensuite, vous allez tellement avoir plein de menaces en fait à portée de lui, aussitôt, que le pauvre il va être contraint à des sacrifices. Et ça risque aussi de l'amener à faire des erreurs. Ben, là, je réfléchis avec tes custodes JB, tu serais mal face à ce genre d'armée, je pense. Je tiendrai le coup quand même parce que l'air de rien, on n'a pas des unités de gros ports comme chez les infects colonies qui vont saturer de la P4. Donc l'air de rien, je pourrais peut-être échapper un peu à l'impact initial. Après, j'aurai quand même beaucoup de troupes aussi hors table. Donc je pense qu'il y a moyen que je me défende, mais ce serait pas un match facile. Et ce que je craindrais, c'est de me retrouver bloqué. Je pense que j'essaierai d'aller vite faire une percée vers les objectifs pour déjà être sûr d'être dessus. Et ensuite, j'essaierai de nettoyer un maximum, mais ce serait pas évident, honnêtement. Ce serait pas évident et. Après, toi, en custodes, t'as quand même des forces assez puissantes qui coûtent cher. Ouais, mais je serais pas non plus dans la merde, hein. C'est ce que je veux dire. Je m'en sortirai, mais ce sera un match intéressant. Ouais, j'avoue. Je suis pas certain que je gagnerai à coup sûr, surtout suivant l'expérience du joueur, parce que là c'est le genre d'armée où l'expérience du joueur va pouvoir vraiment beaucoup jouer. Moi, je pense qu'on en a fini là. Ouais. Bah écoute, moi comme d'hab, j'espère qu'on a donné envie aux gens de jouer cette armée. C'est la deuxième armée qu'on présente. Alors les Infect Colonies, on connaissait un petit peu, mais là c'est que Nature, c'est que de la théorie. Et le but de la démarche, parce qu'on aurait pu parler de factions qu'on connaît, mais le but de la démarche là, c'est de motiver les gens en fait à jouer ces factions. Parce que ça, on s'en était fait la réflexion, mais c'est vrai qu'aujourd'hui à OPR, on a beaucoup de gens qui viennent rejouer leurs vieilles armées, parce qu'ils avaient arrêté depuis un moment 40K ou Age of Sigmar et tout ça. Et au final, les Cult Stealers, c'est une armée plutôt récente. Donc, mais qui est un peu boudée quand même. Donc là en ce moment, ouais, parce qu'en plus elle était nulle à 40K, tu sais, t'étais limité au jeu tout seul là, avec tes stratagèmes et tout. Ouais. C'était un peu boudé. Et là, c'est vrai qu'il y a plein de joueurs maintenant qui commencent à se remonter de nouvelles armées, donc voilà, pourquoi pas vous inciter à jouer les Soul Snatchers. C'est hyper valorisant, c'est super intelligent, c'est très fort. Donc vous privez pas. Il y a toutes les qualités pour se faire plaisir, hein. Moi, ce gameplay, ça me ferait tellement kiffer de le jouer. Ça, je serais vraiment bien chaud de me lancer dans une armée de Soul Snatcher quand même. Ouais, c'est pas bien stylé. Enfin voilà, mon très cher Gab. On dit au revoir. Et ben voilà, on a fini. Et donc on dit ciao les potos. Ciao les potos.